Sécure, épisode technique, je suis accompagné d'Alex. Bonjour, Alex Tardy. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on se rencontre, parce qu'on se rencontre en vrai, pour parler du survol de rapport d'extorsion. Parce qu'il y a eu une évolution. Tu sais, ce qu'on était habitué avec les rançons shell a évolué. Avant le confinement, c'était une sorte. Pendant le confinement, c'est devenu d'autres choses. Et ça continue à évoluer parce que les groupes criminalisés utilisent de plus en plus ces éléments-là. Et vous, de votre position très bien positionné, finalement, vous êtes capable de voir et d'établir des tendances et de justement nous aider à voir ce qui s'en vient et nous faire justement faire attention pour ne pas tomber dans des pièges et nous préparer adéquatement. Je vais te laisser commencer à présenter ça et naturellement, je vais poser mes questions comme d'habitude. C'est bon, de toute façon, on est bon pour garder ça dynamique. Globalement, pour ce qui est du rapport, ça a été formé par Unit 42, qui est l'unité en recherche de cybermenaces chez Palo Alto Networks, qui est un petit peu l'acquisition de Crypsys en 2021, qu'on a ajouté 140 experts en cybersécurité, qui fait qu'on analyse plus de 500 milliards d'événements par jour avec 85 000 clients. Et ce beau petit rapport-là, c'est un deep down, c'est à peu près une centaine de cas de négociation, d'extorsion au niveau d'un ransomware, autour d'à peu près 1000 cas de IR pendant l'année. On va cibler un petit peu plus les États-Unis pour avoir des données beaucoup plus à jour sur ce qui se passe dans les menaces les plus récentes. Donc, on va discuter tactique actuelle, industrie touchée, les stratégies actuelles, mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est les prévisions sur quoi s'attendre pour 2024. Tout à fait, puis c'est ça. De toute façon, de ce qui se passe cette année, on va permettre de tirer un certain nombre de conclusions. Puis ça va permettre quand même d'un peu établir où ça s'en va, mais 2024 est vraiment l'endroit parce qu'on est aux portes de 2024. Là. C'est vraiment littéralement quelques mois qui est devant nous, en tout cas pour le mi-octobre qu'on est présentement. Juste pour donner une idée là, de 2021 jusqu'à 2022, l'évolution qui s'est passée, c'est que les vols de données qui avaient passé, qui étaient normalement le ransomware, s'occupe vraiment de faire que l'encryption. La rançon est évaluée pour récupérer l'accès aux données. Mais ce pourcentage-là, en moyenne, qui avait un vol en même temps, était de 40 en 2021, puis on est passé à 70 pour 2022. Donc, ce que les acteurs malicieux se sont rendus compte, c'est que d'avoir autant les clés de la porte pour redonner accès qu'un plan de secours au cas où ils sont capables de trouver la clé d'encryption ou refusent de payer la rançon. Ça va arriver. Ça nous donne un levier nécessaire pour aller chercher un montant au bout de la ligne parce qu'ils veulent, c'est avoir justement accès à ces montants-là et de se donner plus de moyens égale une meilleure chance d'aller plus loin dans leur acquisition de Bitcoin, Ethereum ou peu importe la monnaie d'échange qu'ils vont utiliser pour ça. Oui, mais c'est ça. Puis c'est important de rappeler que c'est des groupes criminalisés. Ces groupes-là travaillent pour avoir de l'argent. Fait qu'ils vont réduire les efforts et l'énergie à mettre justement pour amasser. Fait que ça vient justement influencer tous les éléments stratégiques qui vont que justement que tu vas parler dans là. Exactement. Globalement, en plus, ce qu'on a remarqué, c'est vraiment les cas où les acteurs malicieux vont utiliser des menaces directement ou indirectement pour forcer les entreprises à payer. Globalement, qu'est-ce qu'on parle? C'est littéralement qu'une entreprise est ciblée par un acteur malicieux. On a un vol de données qui occure et on va contacter directement les gens qu'on a l'information personnelle, les partenaires de ces entreprises-là, les distributeurs ou même des entités connexes pour justement les menacer via même des messages vocaux sur la boîte vocale, des courriels ou même des SMS pour être capable de lancer ça. Ce qu'on voyait en 2021, c'est moins de 1% des cas qui utilisaient vraiment ces menaces-là, ce sentiment-là d'aller vraiment forcer la main aux entités connectées à tout ça. On est passé à 20% en 2022. Donc, c'est gigantesque à quel point on a un shift au niveau de à quel point ces acteurs-là veulent obtenir des rançons puis vont utiliser absolument tout ce qui est disponible dans leur boîte à outils pour le faire. Ouais, ils veulent l'argent, ça c'est sûr. C'est leur objectif, c'est leur modèle d'affaires. Là. Et ils sont sans scrupules. Puis d'ailleurs, de voir que l'augmentation des menaces nous démontre à quel point ils n'ont vraiment aucun scrupule dans ce qu'ils font puis qu'ils viennent vraiment s'en prendre à tout le monde. Et justement, ils optimisent leur chaîne de production. Là. C'est un peu ça. Là. Oui, et un petit peu les raisons qui sortent relativement souvent parce que bref, en étant dans les équipes au Québec pour Palo Alto, on fait beaucoup d'événements, on se trimballe beaucoup sur un petit peu pour rencontrer les clients, pour rencontrer les différents
membres de la communauté. Puis on a beaucoup qui mentionnent, moi j'ai des sauvegardes solides, j'ai des nouvelles technologies qui me permettent d'avoir des voûtes de clés privées, de gérer mes sauvegardes. Puis fait que dans le fond, je suis pas vraiment affecté par ce qui se passe par un ransomware. Ce qu'on voit présentement avec ces cas de surtout le harassment-là, c'est que les acteurs malicieux ont tellement lancé des campagnes de harcèlement, même via les médias, via les clients, que ça l'a coûté plus cher à l'entreprise en bout de ligne avec tout ce qui a été généré par mauvaise publicité, perte de business, etc., que d'avoir payé la rançon. Donc, c'est un point que ces backups-là vont devoir être revus comme stratégie majeure pour parier au ransomware parce que c'est en train de se faire déloger. C'est un aspect parmi tant d'autres. C'est une excellente chose d'en avoir, mais ça ne devrait pas être la seule et unique façon de se protéger contre ce que c'est. Puis, ce qui arrive, puis j'ai observé dans d'autres domaines également, c'est que les malveillants vont s'adapter à ce qui se passe. Ils s'adaptent au fait que l'eau monte, que les gens changent leurs habitudes. Maintenant, les backups, c'est beaucoup plus régulier. On a été martelés par le fait que justement les rançons logicielles chiffraient. Donc, d'avoir un backup est une bonne solution de s'en sortir puis de ne pas avoir à payer puis de retourner en production très, très rapidement. Les malveillants l'ont vu, fait qu'ils vont changer. L'autre exemple que j'ai, puis j'aime bien, parce que moi, ça a été ma découverte au Blue Team Con, c'est Volginx, qui a été développé en 2017. Ça fait longtemps. Et qui a commencé à être utilisé réellement dans la nature qu'en 2022, 5 ans plus tard. Damn. Et ça, cette distance-là, ça démontre à quel point nos changements, parce que maintenant, le MFA est largement utilisé à peu près sur tout. Et donc M365, parce que Volginx est vraiment dirigé vers M365. Ce changement-là s'est fait. Fait que là, les malveillants, comme ils ont vu que maintenant tout le monde a du MFA, ou majoritairement, ils ont adapté. Donc, il y avait dans leur trousse d'outils, ça existait là, depuis 2017. Et là, ils ont fait, non, on a de la misère avec notre trou standard, on va rajouter Volginx dans notre trou standard maintenant. Et on le voit de plus en plus augmenter. Et ça, c'est un exemple, je l'aime bien parce que ça a été ma découverte au Blue Team Con. Mais cela revient exactement à ce que tu mentionnes, c'est que là, on a drillé tout le monde sur les backups, mais ça ne permet pas de suivre l'évolution de qu'est-ce qui se passe, comment les malveillants vont continuer à avoir nous extorquer de l'argent. Là. C'est ça le but. Oui, puis ces techniques-là, peu importe qu'on soit au Québec, au Canada ou n'importe où dans le monde, c'est les nouvelles techniques utilisées. Il faut s'attendre à voir ça arriver de plus en plus au Québec et même des nouvelles choses qui s'en viennent pour 2024 qu'on va discuter vont devenir des volets importants à avoir un plan de relève ou à avoir une solution pour mitiger ce risque-là. Puis ce qu'on voit également, c'est que les gouvernements sont un petit peu tannés de voir des entreprises qui payent des rançons, de voir des entreprises qui prennent un petit peu la voie facile et qui commanditent par en arrière des fois des pays ou des groupes de ransomware qui vont utiliser cet argent-là pour augmenter leur portée, cibler plus large, se doter de meilleures technologies. Donc, il y a certains pays qui ont mis des législations en place. L'Angleterre en est un des pointes de la lance dans ce domaine-là pour rendre illégal de répondre aux demandes de rançon par un organisme public en ciblant des groupes de rançon logicielle ou même des individus liés à ces groupes-là dont il est illégal de verser des rançons. Donc, l'Office de Foreign Asset Control du département du Trésor aussi américain on fait aussi la même chose pour souligner les risques de payer les rançons qui peut s'amener des amendes. Donc, payer une amende peut encadrer une amende. Un peu drôle, mais les gens vont devoir se mettre à l'abri de ne pas avoir des sanctions supplémentaires de la part des gouvernements. Puis qui sait si ici au Québec ou au Canada, il va y avoir d'autres choses qui vont être entreprises dans cette direction-là. Donc, les entreprises vont perdre un moyen qui n'aurait jamais dû être utilisé. Ça, c'est vrai. Mais cette option-là va disparaître là, dans le court à moyen terme, très certainement au niveau légal. Puis les pays font bien de faire ça. C'est une chose qui va limiter la portée éventuelle, mais ça va prendre quelques années avant que ces groupes-là changent de tactique. Oui, mais tant que le monde va arrêter de payer, ils vont changer. De toute façon, ils vont adapter leur technique. Justement, c'est ce qui arrête de se passer. Ils ont changé parce que c'était moins payant d'une façon, fait qu'ils vont aller vers une autre façon. Ça, c'est une chose. Puis de toute façon, l'exemple qui me vient en tête, c'est que la Corée du Nord finance ses activités essentiellement avec du rançon logiciel, qui est ultra spécialisé dans le domaine financier, mais quand même, c'est leur façon de financer leurs activités. Fait que dans un contexte en Occident où on considère que cet État-là est un État voyou, à ce moment-là, on ne veut pas financer ses activités. Donc, dès lors, si on peut éviter d'envoyer de l'argent de cette façon-là, c'est tout à fait logique. Là.
Ça rentre avec leurs exportations de charbon, grains et maintenant rançongiciel. Donc, on est pas mal dans leur top 3 pour le PIB de la Corée du Nord. Oui. Côté stratégie également, maintenant, on a discuté de backup un petit peu ce volet-là. On a remarqué dans les 18 derniers mois au niveau de notre équipe de IR que 10% des cas de réponse aux incidents relevaient uniquement de l'extorsion de données et non plus du chiffrement. Ça allait même dans un subset de cas, la destruction complète des données locales. Ils ne sont même plus intéressés à les laisser là ou même à les chiffrer ou même ils vont détruire justement les backups parce que peu importe ils sont où, ils ont déjà accès à l'environnement, sont capables de se diffuser. Ben, pourquoi pas aller chercher un compte de la solution de backup, enlever ça, puis d'être les seuls qui possèdent la donnée, ce qui est intéressant, puis d'avoir à jouer justement avec l'exfiltration. Puis là, on est coincé parce que j'ai plus aucune redondance, j'ai plus de ma donnée, quelqu'un d'autre là, et je dois faire avec ça, même si j'avais des super bonnes solutions qui permettaient de sauvegarder mes données ou d'avoir une résilience quelconque. On l'a vu énormément dans le groupe de ransomware Karakurt qui faisait principalement ce genre de tactique dû au fait que c'était très rapide à faire puis à mettre en place. Puis l'exfiltration peut se passer sur des jours, voire des mois, voire des fois ça frôle presque l'année parce que ils vont s'exfiltrer tranquillement via du trafic qui paraît normal. Puis à la fin, ben, on vient de se rendre compte qu'on n'a plus rien parce qu'à la dernière minute que les dernières données sont rentrées chez l'acteur malicieux, c'est là que la commande Delete All va partir puis qu'on va avoir le beau petit courriel qui va suivre. Oui, tout à fait. Puis c'est moins long. C'est moins long. C'est ça, c'est plus subtil, plus invisible de faire comme ça, parce que quand on démarre les stratégies de chiffrement, ça fait beaucoup de bruit sur les machines dans lesquelles c'est parti. Donc, c'est plus facile à détecter et à intervenir que dans le cas de données qui sont exfiltrées sur des années. Puis ça, je l'ai vu dans certains cas. Là, ça a été des histoires crève-cœur quand on arrive là, puis ils se rendent compte que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en train de se faire drainer, puis ça passe normalement, puis ils n'ont rien vu aller, puis qu'ils mettent dans le fond une bombe logique, puis tout est détruit au bout de 3 ans, que tout est vidé. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est aussi un manque que les entreprises font juste des solutions pour des problèmes spécifiques et n'abordent pas la solution dans un contexte global, c'est-à-dire dans un regard où les PCA, le plan de continuité des affaires, il faut que comment mes affaires continuent. Et ça, il y a des moyens. Puis clairement, les autres font juste aller sur régler un trou, une cheville. Il y a un problème, ils règlent le problème au lieu de regarder de façon plus globale, plus holistique, plus complète. Non, c'est sûr. Puis autant que les groupes de ransomware avant étaient très, très, très rapides c'était des cash grabs, qu'on dit, donc vraiment de l'argent rapide. Il y avait une facilité à dire, bon, mais j'encrypte tout de suite, j'ai littéralement l'accès à une négociation rapide. Maintenant, en se rendant compte que les gens sont beaucoup plus habitués aux campagnes de ransomware, sont plus éduqués un peu. On s'entend que c'est pas la meilleure posture ever, mais il y a déjà un avancement au niveau de la technologie de protection des données qui suit son cours. Ben, la méthode d'y aller lentement donne une option d'avoir le pied dans beaucoup d'entreprises puis de voir un petit peu ce qui se passe en faisant son exfiltration, en ayant la bonne position pour le faire parce qu'ils sont plus pressés dans le temps. Ils en ont fait du ransomware, ils ont eu beaucoup d'argent pour faire évoluer leur technique. Maintenant, ils ont le temps de laisser aller puis de faire des coups qui peuvent s'étaler sur des mois. Ce qui est intéressant comme changement, parce qu'on avait l'habitude de dire avant qu'il y avait juste les groupes étatiques qui avaient la capacité financière d'étaler des attaques sur du long terme. Donc, quand on n'était pas ciblé par les groupes étatiques, tu avais juste besoin de surveiller ce qui était très bruyant, parce que les malveillants allaient dans des activités très bruyantes. Ce changement-là va être un peu inquiétant en soi, parce que là, il va falloir changer toute la stratégie de surveillance qui est basé sur du long terme, dans des contextes où des entreprises conservent des logs, des fois, ce que j'ai vu, genre 30 jours, là, on n'a aucune capacité de faire des traçabilités sur un temps. La corrélation aussi, permet de le voir sur long terme, c'est beaucoup de solutions à avoir 30 jours de rétention ou 3 mois, puis on est c'est un environnement normal, on n'en voit pas de traces, mais ce qui se passe sur un très long terme, ce qu'on appelle du DNS slow pour faire juste dans les payloads DNS envoyer du stock, mais ça va paraître comme du trafic normal si on n'a pas la corrélation qui s'étend sur une plus longue période.
Oui, tout à fait. Fait que ça change un peu le regard qu'on porte ces choses. C'est un peu inquiétant. Je vais te laisser continuer parce que je ne vais pas aller dans ce rabbit hole-là, mais il y a d'autres choses. En tout cas, bref. Yes. Un des articles que j'avais trouvé vraiment intéressant qui est lié à ce rapport-là, puis je voulais le mentionner, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont ciblés d'un ransomware en se disant je ne payerai pas. S'ils n'ont aucun argent, probablement qu'ils ne vont pas leaker mes données. Je vais faire mon possible juste pour dire qu'il n'y a aucune malice puis qu'il y a certains groupes de ransomware qui vont juste faire j'ai pas eu mon argent, voici vos clés, je repars comme si de rien n'était. Il y a une entrevue qui a été faite avec le groupe de ransomware Vice Society qui cible spécifiquement les groupes au niveau de l'éducation. Donc, beaucoup les systèmes scolaires plus américains, quelques au Canada. Ils ont publié un fait intéressant parce qu'il y a eu une discussion avec un journaliste. Puis dans le fond, on voit vraiment que peu importe qu'est-ce qui se passe, ils ont un modus operandi puis ça va se dérouler pareil pour tous les coins. Puis il indiquait vraiment que c'était dans les cas étaient relativement similaires. Fait, ils se sont fait mentionner que faire si la loi interdit à quelqu'un de vous payer. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui se passe si un client ne répond pas ou ne paye pas? Puis eux autres, ils s'en soucient pas. Ils ont dit on s'en soucie pas. Si quelqu'un ne paye pas ou ne nous contacte pas, on publie les documents right away. Genre, c'est instantané. On passe à un autre joueur. Ça met une crédibilité, ça met une réputation, puis ça force un peu un respect. Puis eux autres, c'est ce qu'ils veulent chercher. Puis la seule décision qui publie les données, fait qu'ils se sont fait poser la question, pouvez-vous nous expliquer votre décision de publier les données? Ils ne nous ont pas payé. Fait qu'il faut s'attendre que ça va arriver. Il faut s'attendre qu'ils vont automatiquement le faire, à moins que vous trouviez un bon samaritain au travers de ça. J'en ai jamais vu. En tout cas, moi, c'est pas sorti dans mon rapport. Et ils l'ont indiqué. Ils publient absolument toujours tout ce qui n'est pas payé. Donc, aucune exception. Ça fait un somme. Là, c'est pas dans un contexte américain, la gravité n'est pas si importante que ça. Si on regarde dans un contexte européen avec la RGPD ou au Québec, loi 25 et C27 qui s'en vient au fédéral, cette publication-là, c'est un double whammy. C'est-à-dire que si tu ne payes pas au groupe malveillant, tu vas devoir payer des amendes parce que tu vas te faire attendre par l'unité de conformité qui va venir surveiller de l'autre côté. Fait que dans ce cas-là, c'est une double stratégie. Là, étudiée dans un contexte américain où ça n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas de pénalité financière lors de fuite. Mais au niveau européen, il y en a. Au niveau canadien, au Québécois, il y en a présentement. Puis au niveau canadien, il va y en avoir très prochainement. Donc, on va embarquer dans un univers où si tu ne payes pas d'un côté, tu vas payer de l'autre de toute façon, plus toute la mauvaise publicité qui va s'enquérir du fait de l'enquête, de l'unité de conformité et ainsi de suite qui va venir devoir. La réputation de l'entreprise. La réputation devient encore pire comme état. Fait que c'est un peu inquiétant. On le voit, on l'a vu dans certains cas en Europe, mais bref, ça s'en vient aussi ici. Là. C'est le fun que le cadre législatif commence à vraiment prendre des actions, puis ça va devenir un pilier assez important vers le futur pour la posture qu'on va être capable d'avoir, puis même de doter les entreprises puis le gouvernement d'outils pour le faire, parce qu'on arrive à des chiffres assez effroyables. Chaque jour, pour 2022, statistiques pour 2022, mettre du contexte, c'est 7 victimes dans le dark web que les informations personnelles sont leakées. Donc, c'est une victime, on parle d'une compagnie, on parle d'une organisation, on parle d'un ministère. En 2022, c'est 2679 victimes qui sont retrouvées sur des sites de leak. Donc, 4% de plus qu'en 2021. Fait que la tendance est vers le haut. C'est pas le trip, on est d'accord, mais c'est slow and steady. Ça continue dans une direction. Logbit, qui est un des groupes spécialisés en ransomware as a service, ont publié eux autres mêmes 801 organisations victimes sur leur site de fuite. Le plus élevé depuis les deux années, il avait commencé à 409 en 2021, fait que ça l'a doublé. 95% de plus comparé à l'année passée de ce côté-là. Puis même là, en plus d'aller dans cette direction-là, d'augmenter le nombre de surfaces, le ransomware as a service qui a plus débuté en 2021-2020, vraiment l'automatisation d'avoir la possibilité d'avoir leur propre clé privée, on achète un serveur RDP sur le dark web pour 4 à 5 $ US, puis après ça, on se lance nous-mêmes avec cet outil-là. Ça l'a tellement facilité qu'on va s'attendre que ça augmente encore pour 2023 et 2024, bien sûr, qui s'en vient. Et en plus, on les a vus bundler avec ce qu'on appelle des wipers. Donc, non pas des wipers de char pour enlever l'eau quand on est sur l'autoroute ou les caca d'oiseaux quelconques, mais vraiment pour
avec l'extorsion de données, tout simplement nettoyer au complet les systèmes qu'on a déjà été présents pour enlever les traces d'une vulnérabilité ou d'un modus operandi qui pourrait être découvert et utilisé pour s'y protéger par la suite. Fait que ça devient quand même un petit secret de polichinelle qu'ils essaient de garder pour certaines méthodes utilisées, telles que conserver des zero-day plus longtemps pour être capable de faire leur vol tant qu'à avoir à locker tout ça derrière un ransomware qui va chiffrer. Ben, on est mieux de garder notre zero-day puis de l'utiliser le plus possible dans d'autres use cases, puis on va être gagnant sur le long terme. Ouais, ça veut dire que leur OPSEC augmente aussi. Là. Ça aussi, ça vient changer un peu la donne où avant, il y avait un OPSEC limite médiocre. Il commence à avoir un OPSEC beaucoup plus sérieux qui commence à être plus ce qu'on voit en moyenne et grande entreprise. Non, effectivement. Côté stats pour 2022, puis personne ne va être étonné de voir un petit peu les industries les plus touchées. De très loin, l'industrie manufacturière, qui est très, très concentrée sur les IoT, les OT, très concentrée aussi sur rouler une production, très peu encore ciblée avec des mesures de cybersécurité très avancées. Donc, on les voit énormément avec des bris. On parle plus de 500 organisations victimes là, impactées pour 2022. Les services professionnels et légaux en deuxième. Wholesale and retail, donc tout ce qui est marché d'approvisionnement en troisième. Construction quatrième. Fait qu'on voit que c'est vraiment des types d'organisations qui sont parallèles à la cybersécurité, qui sont vraiment axés sur des services connexes, mais qui n'auront pas nécessairement se doter de gens spécialisés là-dedans, en gouvernance technologique ou vraiment en spécialistes cybersécurité. Peut-être qu'ils font confiance avec des firmes ou ne se dotent pas des moyens suffisants, mais sont énormément ciblés par justement les groupes de ransomware qui vont faire des vols de données spécifiquement. La haute technologie arrive 5e dans la liste, suit l'éducation et le domaine de la santé qui vont vraiment être ciblés également. Ouais, on voit clairement que c'est des industries qui n'avaient pas tendance à mettre tant d'argent que ça en cyber. Ben, c'est des secteurs mous plus faciles. J'espère qu'avec le temps, ça va changer, mais pour le moment, effectivement, j'ai zéro surprise avec ça. C'est pas là où l'argent en cyber se met le plus. Hein. Non, on peut voir une corrélation vraiment directe entre les budgets en sécurité qu'on imagine dans ces domaines-là, puis pour avoir de la clientèle dans à peu près tous ces secteurs-là, ça fait du sens. Avoir l'impact plus présent dans les industries avec moins de priorité vers la sécurité, à être impacté de cette façon-là. Puis ça va apparaître aussi vers les pays les plus touchés. Sur les cas d'organisations qui ont eu des leaks de données, les États-Unis arrivent premiers, c'est sûr, avec plus de 1120 cas pour 2022 organisations. Les UK, l'Allemagne en troisième, le Canada en quatrième. Et c'est là que c'est relativement surprenant pour des organisations qui ont un footprint mondial, à quel point que le Canada, pour, disons, le PIB qu'on a, pour la grosseur en termes ou footprint technologique, on passe devant la France, l'Italie, l'Espagne, qui ont beaucoup plus de population, beaucoup plus d'infrastructures. Fait que c'est à faire attention en allant vers 2024, là, à quel point cet impact-là va être présent. J'ai l'impression que le fait anglophone doit jouer, sauf l'exception Allemagne, mais encore là, c'est limite. J'ai l'impression que c'est plus ça qui vient justement orienter les chiffres. Si on regarde dans les autres, l'Australie n'arrive pas tellement loin. Tous les pays anglophones sont historiquement, les malveillants étaient plus faciles à communiquer en anglais. Quoi que commence de plus en plus, puis là, au Québec, on est en disant c'est juste en anglais. Non. Puis maintenant, ils sont capables de traduire, ils ont des outils pour traduire, donc ils sont rendus ailleurs. Là. On a été un petit peu chanceux au Québec d'avoir encore le français pour nous protéger, qui est honnêtement une très bonne chose, là, avoir la plupart des trucs qui sont en anglais. Déjà là, on va porter un œil un petit peu plus attentif en voyant des communications en anglais venant d'un VP ou collègue de travail. Mais tout ce qui est ransomware avec, je veux dire, les technologies va vers le NLP, le Natural Language Processing. Traduire des choses devient de plus en plus exact, de plus en plus naturel d'avoir une traduction qui a du bon sens. Je veux dire, c'est une question de temps avant que cet avantage-là soit quelque chose du passé, tant qu'à moi. Là. Ah, tout à fait. De toute façon, juste avec la montée de l'intelligence artificielle va régler ce problème-là très facilement. Je l'ai pas vu encore sur le terrain tant que ça, dans les endroits où je suis.
Sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, même si c'est marqué en anglais, vont quand même cliquer sur les liens, les affaires. Il y a comme une partie d'éducation qu'on a peut-être ratée. Là, dire, ouais, si tu fais un message en anglais d'une personne qui n'a pas parlé en français, il y a peut-être lieu de te poser des questions, là, mais ça, clairement, il y a un petit échec au niveau du sensibilisation. Là. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Puis même là, le B2B, là, donc l'entreprise à entreprise, souvent vont utiliser l'anglais. On va avoir des partenaires dans l'ouest du Canada qui n'a pas un fournisseur à l'extérieur du pays qu'on va devoir faire affaire, ou même nos ordinateurs HP, Dell, ou nos solutions là, de endpoint, sans fil, commutateur, ou n'importe quelle solution Microsoft. Il faut s'attendre que tout ça va communiquer en anglais. Donc, la plupart de nos produits et services sont produits à l'extérieur. Ça va rester, ça va être utilisé. Faut se doter d'un petit peu plus de direction là, de ce côté-là. Statistique 2023, pour faire un petit tour dans qu'est-ce qui s'est passé de notable. Pour 2023, pour l'instant, on a à peu près 838 cas là, qu'on a vus dans le dark web qui ont été rendus publics. Juste en septembre, on parle de 71 cas. Donc, ça roule à beaucoup par semaine pour la plupart des groupes malicieux. Le plus grand vol en 2023, Darkbeam, qui est une compagnie, je pense, de CRM de mémoire. Je ne connais pas. C'est une compagnie de technologie, ça j'en suis sûr. 3,8 milliards d'enregistrements volés. Donc, ils ont vraiment été installés. Puis, de mémoire, j'ai eu le temps de lire un petit peu là-dessus depuis. Il était 8 mois dans l'entreprise, puis ça a été leaké complètement. Puis, le plus grand vol de données au Royaume-Uni a été la commission électorale avec 40 millions de dossiers citoyens volés. Donc, même au niveau politique, il va commencer à avoir vraiment un enjeu sur... On parle juste aux prochaines élections américaines. Là. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui va se passer 6 mois avant. Ça va être absolument l'enfer pour avoir accès à ces données citoyens-là, d'être capable de regarder les opinions de vote, puis ça va se revendre, ces informations-là, au plus haut prix, c'est certain. C'est sûr que ça va se vendre, c'est sûr. Et là, ce qui est dommage dans ça, c'est qu'il y en a qui vont les acheter. Donc, on finance le marché afin qu'ils les achètent. Et là, c'est pour ça que, puis on en parlait précédemment, que certains pays ont rendu illégal le paiement de rançon, mais maintenant, il faudrait aller jusqu'au fait que là, c'est... Je ne sais pas, puis je ne m'y connais pas assez, surtout dans le contexte américain, parce que tu faisais une référence américaine. Pour moi, c'est des données qui sont du recel. Donc, en théorie, tu ne devrais pas pouvoir, tu es criminellement responsable si tu achètes des données qui viennent de la criminalité. Donc, dans un contexte comme celui-là, ça serait hâte de voir ce que ça va faire réellement, le point de vue légal et ce qui va s'en suivre, mais je ne m'y connais pas assez pour avoir une opinion éclairée dessus. Là. Ça va dépendre qui va mettre la main dessus, honnêtement, ou si même ces listes-là vont se retrouver quelque part sur un site de fuite, parce que, honnêtement, les acteurs qui vont arriver à mettre la main dessus, si c'est le cas échéant, ça risque d'être commandité par un État, puis je pense que ça ne sera jamais public. Ça va peut-être même rester pour être utilisé pour des campagnes pour semer le doute sur un candidat quelconque, ou même être capable d'avoir accès directement aux électeurs pour cibler de la publicité ou orienter le débat d'un côté ou l'autre. Je veux dire, il y a tellement de choses qui sont possibles aujourd'hui. On l'a vu avec ce qui se passe Ukraine et Russie depuis un an et des poussières. Je veux dire, n'importe quoi qui est outil de communication va avoir des fois des courriels ou n'importe quelle méthode de communication pour orienter le débat d'un côté ou de l'autre, pour mettre une lumière plus agréable sur un joueur, pas sur l'autre, puis de l'autre côté, l'inverse. Donc, oui, tout à fait. Puis, tant qu'au moment de l'enregistrement, on est au début du conflit en Israël, ça aussi. Puis, c'est à bien des égards un conflit beaucoup plus polarisant que peut l'être la guerre en Ukraine. On risque d'avoir beaucoup plus d'effets de désinformation dans ce type de conflit-là où c'est beaucoup moins tranché ce qui se passe là-bas. Là. Fait que ça va avoir des effets, c'est sûr. Non, c'est sûr et certain. Allons-y, prévision, quitte à quitter le beau sujet de la guerre et des conflits internationaux. Donc, les prévisions qui ont été annoncées vraiment par Unit 42 pour mettre un point sur qu'est-ce que 2024 et 2025 vont avoir l'air dans un paysage, on va dire, qui arrive. Une des premières, c'est que l'implication du gouvernement va devenir essentielle pour perturber les opérations des groupes d'extorsion. Donc, c'est vraiment d'inciter un cadre législatif pour les sanctions, pour obliger les organisations à ne pas avoir à payer les rançons, ce qui va faire au moins que, parce que beaucoup de groupes de ransomware fonctionnent avec des affiliates, donc des gens qui vont comme s'inscrire, faire le travail avec les solutions que le groupe de ransomware
donne disponible pour, bien sûr, un frais d'abonnement super intéressant, j'en suis sûr. Si tout ça devient que légalement, ils n'ont plus accès à avoir cet argent-là, puis l'organisation, de toute façon, ne paiera jamais, on aura beaucoup de découragements qui vont pouvoir se lier à ça si les gouvernements vont prendre de l'avant, puis on le voit déjà qu'ils commencent à avoir beaucoup de travail en amont de cette direction-là. Donc, si on va on continue vers ce bout-là, on peut au moins avoir une bonne présence là, sur ce qui va diminuer en termes de nombre de joueurs. En tout cas, ceux-là qui sont motivés principalement pour l'argent, ça va avoir une diminution. Oui, ça a fait. Puis c'est important que les États se mettent le nez là-dedans. C'est sûr que, puis pour faire écho, on voit un peu plus géopolitique, on parlait précédemment, ça pourrait devenir également compliqué, mais ça va se mettre dans un contexte plus stable au niveau, on va dire, de l'Occident. Justement, au niveau des lois, ces éléments-là, notre capacité à agir et donc à bloquer les déplacements d'argent, de bloquer ces organisations-là, OK, d'aller débrancher de nos infrastructures sur lesquelles on a une capacité d'action en tant que pays. Chez les Américains, ils sont beaucoup plus forts parce que la plupart des infrastructures sont chez eux, mais justement d'être capable d'aller intervenir puis les botter en dehors des structures comme Cloudflare, par exemple, où ils se cachent beaucoup actuellement parce qu'il y a une forme de grille légale qui leur permet de vivre là. Et si ces grilles-là sont enlevées par des lois claires, là, on va être capable d'agir beaucoup plus efficacement contre ces groupes-là. Ce qu'on appelle les bulletproof providers, dans le fond, là, tout ce qui est je peux hoster tout et n'importe quoi parce que j'ai un cadre légal un petit peu douteux ou je suis dans un pays qui a une liberté plus élevée. Je veux dire, on est rendu avec des services chez Palo Alto de listes dynamiques qui les catégorisent pour empêcher du trafic de là, tellement c'est rendu, je ne vais pas dire une blague, mais c'est rendu qu'on peut tous les mapper et dire, ces providers-là, il faut s'attendre qu'il peut y avoir des acteurs malicieux qui vont juste monter des microservices, caler du trafic, faire des actions, disparaître le lendemain, puis ils vont le faire la journée d'après, puis il n'y aura aucun problème, aucune répercussion. Tu as juste besoin d'une carte de crédit. Donc, payant pour ceux qui, j'imagine, parce qu'il y a une raison de vouloir se mettre dans ce gris légal-là. Les entreprises qui le font doivent en profiter d'une certaine façon. Mais ça devient... L'argent mène le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Deuxième prévision. Ça va être l'année où, en 2024, qu'on va avoir une beaucoup plus grosse compromission des ransomware cloud-based. La raison de ça, plus d'impact, moins de sécurité, plus de payoff. Les charges infonuagiques deviennent où l'infrastructure naît et vit. Et donc, quelqu'un qui peut avoir une présence dans l'infonuagique et compromettre des données va devenir roi et maître d'une entreprise du jour au lendemain. Ce ne sera pas juste pour les données, ça va être pour la gestion des comptes, pour gérer qu'est-ce qui va naître là-dedans, prendre des brevets, des secrets applicatifs ou même les gens vont dans le cloud pour des fois des soucis de coût, des soucis de résilience, des besoins pour se donner une meilleure posture, mais il y a énormément de configurations et d'outils qui ne sont pas utilisés dans le cloud en se disant je contrôlais mon périmètre de sécurité au niveau de mon infra physique, je suis rendu dans le cloud, toute cette couche-là est gérée par l'hypervisor ou le hyperscaler, je le laisse là. Puis on le voit dans nos scans de sécurité là, de notre côté. Le 3/4 des vulnérabilités, les gros scores CVSS, puis les ressources exposées directement sur Internet qui ont des vulnérabilités, c'est dans le cloud. Ouais, je le vois. Ça commence à apparaître en 23. Ça va être l'asile l'année prochaine. Ça veut dire si ce que j'ai vu s'amplifie, ça va être juste fou. Mais c'est un état de la migration rapide du confinement qui fait que les gens ont migré sans genre YOLO. Là, c'est ça. Ils sont allés, on va dans le cloud de YOLO. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Puis une fois que maintenant le confinement, tous ces éléments-là sont relativement terminés, sont derrière nous, on est comme revenu à nos anciennes façons de faire. On a abandonné cette espèce de vigilance qu'on avait dans le confinement. Et on laisse des déploiements à moitié bien faits dans le cloud. On ne remet plus d'énergie. Les gens ont laissé des droits à énormément de gens pour créer de l'info nuagique. Le gouvernement doit se déplacer jusqu'en 2025. On a un brevet d'être dans l'info nuagique. Fait que c'est prends les droits que tu as besoin, déplace des machines, fais ci, fais ça. Mais souvent, l'après-coup, il n'y a pas vraiment de resserrement suite à ça. Il n'y a pas de vigilance qui va s'ajouter. Puis entièrement raison que la pandémie étant un vecteur qui a forcé le lift and shift excessivement rapidement. Puis qu'il va rester des grenailles qui vont servir de point d'entrée, c'est une certitude.
Oui, entre autres. Ouais, c'est ça. Puis de ce que je me rappelle, c'est qu'il y a eu comme l'effervescence des premiers mois du confinement qui a amené un énorme dynamisme dans l'infonuagique. Tout le monde était motivé, tout le monde y mettait des énergies. Et c'est en ça, je mentionnais, c'est que maintenant, on est revenu sur les vieilles façons. On a rembarqué dans nos vieilles pantoufles qui étaient valides sur site jusqu'à un certain point, mais qui sont mortelles en infonuagique, ce genre de choses-là. Puis c'est ça. Les premiers cas, j'ai pas eu de cas publicisés vraiment encore. J'en connais du monde qui ont passé, mais quand les premiers cas publicisés vont apparaître, là, je pense que le monde va avoir une frousse assez importante sur ce qui s'en vient. Là. Ça en prend juste un la plupart du temps pour se reposer des questions. Est-ce que vraiment j'ai fait les mêmes erreurs ou j'ai été trop vite? Oui, puis de toute façon, puis je vais voler un peu le prochain point, là, l'extension sans encryption. Celle-là, oui, parce que tu mentionnes, ça va augmenter. Puis c'est vraiment, parce que ça fait un lien pour moi avec le précédent, c'est qu'on voit, on va prendre dans un environnement M365, les gens pensent qu'il y a comme des backups plus ou moins implicites avec OneDrive, par exemple. Mm-hmm. Et ce que les malveillants font, puis ça, je l'ai vu, c'est qu'ils vont effacer les copies qui sont hors backup. Fait que donc, c'est là, si vous n'avez pas des backups en infonuagique pensant que vous êtes couvert pour le fournisseur, faites attention parce que ça va arriver. Mais là, je vais te laisser prendre le point comme tu devais l'amener. Là. Mais c'est exactement en plein dans le sujet. C'est vraiment que ce qu'on a vu en 2022 puis 2023, donc le 10% de vol de données qui est passé à 40% en 2023, ben dites-vous qu'en 2024-2025, ça va être encore une place de plus parce que c'est beaucoup plus facile. Les infras nécessaires pour faire ça sont pas là. C'est excessivement facile de tout scripter ça de A à Z. Puis renoncer à l'étape de chiffrement permet aux acteurs malicieux de réduire tellement la complexité technique d'une attaque. Là, on enlève facilement 60% du temps nécessaire parce qu'il n'y a pas de clé. Y a rien on n'a rien comme outil ou rien sur place qui nous reste. On n'a juste rien. Donc, c'est juste un mieux pour l'acteur malicieux, pire pour la victime. Puis on se retrouve dans un mode, ben j'ai une seule solution possible, il faut que je négocie, il faut que je fasse quelque chose. Autrement, ben je recule ma compagnie à l'âge de pierre ou avant que j'aille mes données. Si, encore une fois, j'ai rien de prévu en désastre, puis qu'ils n'ont pas eu accès parce que maintenant, ils cherchent pour ça. Avant, les backups, ils s'en foutaient parce que c'était pas nécessaire, parce que les gens encryptaient tout. Puis si les données s'ils étaient backupés, ils étaient backupés souvent encryptés de toute façon. Mais là, ils vont chercher. Il y a des toolkits qui sont déjà présents pour le faire, pour aller chercher les logiciels populaires de backup de données, puis aller essayer des usagers mots de passe classiques, d'essayer d'avoir accès à ça avant que la victime soit informée. Donc, tout ça va se faire dans le background. On va en entendre parler que ça va arriver que plus tard. Effectivement, ça va être assez terrible pour tous ceux qui pensent que le OneDrive est pris en backup par magie, par Microsoft. Il y en a plusieurs qui vont tomber des nues, puis ils n'ont pas le OneDrive, mais tu sais, SharePoint, tout ce qui est entouré de ça, il va y avoir des très mauvaises surprises en 2024. Puis je trouve ça malheureux, mais je pense, avoir besoin de mauvaises surprises pour que les gens aient le réveil nécessaire pour mettre le temps et l'énergie. Là. La douche froide est souvent quelque chose qui force les organisations à changer. C'est pas un bon vecteur ou c'est pas un bon déclencheur, mais des fois, il en faut un. On est un petit peu là. Puis c'est pas des fois la volonté de le faire, c'est qu'il faut justifier. Puis la sécurité, c'est de la gestion de risque. Puis de faire comprendre le risque, ben je ne peux pas quantifier ça en dollars ou en budget ou en peu importe. Ben, techniquement, on peut. C'est vraiment juste que il faut qu'il y ait des gens qui écoutent. Prochaine prévision, tout ce qui est acteurs malicieux vont vraiment changer leur moyen d'accès initial. Ce qu'on voit apparaître beaucoup, c'est de la publicité malveillante, les phishing par rappel, les fausses installations. Donc, on les voit beaucoup dans l'App Store pour des petits trucs, mais là, ça s'en vient à plus grande échelle. Ce qu'on voit comme le phishing par rappel, qui est appelé TOAD, Telephone Oriented Attack Delivery, qui est vraiment une partie ingénierie sociale pour avoir accès à une porte d'entrée par rappel, pour se faire passer pour un fournisseur, pour un client ou peu importe, parce qu'il y a un taux de réussite beaucoup plus élevé que les outils automatisés, beaucoup plus élevé que tout simplement envoyer un courriel avec un lien.
c'est vraiment un moyen que les gens pensent safe. Si je reçois un appel, alors, techniquement, c'est quelqu'un, c'est un humain au bout du fil. Les différentes, si vous voulez vous faire peur, allez voir ce qui est du social engineering par téléphone sur YouTube. Black Hat, DEF CON, il y en avait un au Hackfest la semaine passée. C'est absolument horrible à quel point ils peuvent se rendre loin dans une organisation jusqu'à se rendre à avoir des comptes d'accès VPN d'un usager en vacances ou d'avoir très peu des fois de recherche à faire. C'est plus complexe, bien sûr, qu'une attaque automatisée qu'on va juste pointer la cible, utilise une bunch de CVE contre cette passerelle VPN-là. Mais le Toad est en train de prendre une présence beaucoup plus importante, là. De toute façon, le point, ils vont toujours où il y a de l'argent ou c'est plus le rendement sur investissement. Fait qu'ils utilisent ces genres de choses-là. L'exemple que j'ai de celui-là était très drôle parce que j'ai des numéros burner que j'utilise pour faire des affaires un peu en marge. Puis je l'ai déjà mentionné sur le podcast où j'ai reçu des appels dans ce cas-ci, c'était Bell, sur un numéro que Bell ne disposait pas, qui est un VoIP, un burner, puis une affaire. Puis il me demandait de payer sur une facture X. Et le pire de ça, puis on parle vraiment d'un humain, c'était clairement un Québécois qui était au bout de la ligne. Oh! Puis c'était clairement, là, il était... Ça, c'est nouveau, OK. Oui, c'était très différent. Fait que j'étais une personne qui n'est pas habituée, puis tu le mentionnes, qui n'est pas vigilante, aurait tombé dans le piège facilement, puis aurait versé l'argent à la compagnie malicieuse dans l'air de ça. Là, je m'étais amusé j'étais avec un de mes amis quand c'était arrivé, fait qu'on a regardé le numéro, puis on l'a cherché sur Internet, puis on a vu clairement que c'était un numéro frauduleux. Mais une personne qui n'est pas habituée, puis qui répond, puis en plus, moi j'ai des habitudes où je ne réponds littéralement jamais au téléphone. C'est sur ma boîte vocale et ensuite je vais agir justement pour me prémunir contre ce genre d'attaque-là. Ouais, les numéros de rappel, c'est toujours un petit peu funky pour ceux-là parce que ça va être des numéros dynamiques où on va faire du spoofing là, sur un très court temps pour ne pas être retracé. Ouais, sur ce genre de choses-là. Fait que dans ce temps-là, je vais aller sur le site officiel, vérifier, je fais mes comptes de vérification. Ça demande un effort particulier, mais d'avoir eu là, un cas que c'était vraiment un Québécois au bout de la ligne, qui laissait, parce qu'ils ont laissé des messages sur le répondeur, puis de me retrouver avec ça, puis de l'écouter, puis je fais comme si j'avais pris la pêche, probablement, ça aurait pris un gros moment avant de réussir à comprendre que c'était pas légitime parce que tout le setup était rendu parfait. Ils sont rendus bons comme ça, d'en faire des affaires comme ça. Fait qu'ils sont capables de sous-traiter partout à travers le monde, incidemment. Donc, ici, ce genre de travail-là frauduleux ou des gens qui sont sans scrupules, là. On est loin des compagnies, là. Je me rappelle tout ce qui était les vagues de Windows Security Center là, il y a quelques années qui partaient toutes de l'Inde. Je veux dire, c'était un anglais cassé. C'était évidemment, il ne s'appelait pas Max White ou peu importe, là, au bout du fil avec son accent excessivement prononcé. Mais là, on est vraiment ailleurs, là. Un autre technique, le malvertising. Depuis 2022, on commence à voir ça. Des campagnes malicieuses basées sur des extensions de navigateurs. Donc, les gens, à place d'utiliser des Windows, des exécutables Windows.exe ou des librairies DLL, ils utilisent une extension de navigateur comme Payload. Donc, ce qu'ils sont capables de faire, c'est, via une publicité, de rentrer dans le navigateur et d'être capable de rediriger l'usager, surveiller son comportement et même injecter du code dans le navigateur pour être capable d'être une porte d'entrée et de modifier bien sûr les résultats de recherche des moteurs de navigateurs. Donc, on est au point le plus intéressant. Tout le monde utilise le navigateur. L'authentification SSO passe par là. Je veux dire, tous nos services sont rendus SaaS, la plupart via HTML, via toute la sécurisation qu'HTTPS donne. Si on est dans un navigateur, on est au point de terminaison de toute cette belle communication-là. Et comment mieux s'installer pour fuiter les données qu'à ce point-là. Vous avez juste à aller voir Chosyozi Loader au Chromeback en janvier 2022. Ça a été une campagne majeure qui a fait exfiltrer des données épouvantables. C'est inévitable avec la plus grande utilisation des services juste navigateur web-based. Puis c'est ça, l'info nuagique nous a amené aussi, le confinement nous a amené dans un contexte qu'on utilise de plus en plus. Puis il y a bien des égards quand on regarde comment les entreprises ont déployé du M365. Ils vont, disons, permettre l'usage navigateur sur ordinateur personnel. Et incidemment, l'ordinateur personnel est moins sécuritaire. Donc, c'est beaucoup plus probable qu'on ait une extension comme ça dans un navigateur. Fait qu'on se retrouve dans un contexte où du changement d'habitude, on a ouvert une porte nouvelle aux données d'information, les données de l'entreprise où c'est encore mal contrôlé et mal setupé.
Il existe malgré tout des moyens avec un Edge géré ou un Chrome géré, mais c'est très peu connu. Puis c'est très peu utilisé pour, en tout cas de ce que je vois de façon générale, parce qu'on pourrait à la limite même utiliser un Chrome ou un Edge géré sur un ordinateur personnel et le segmenter que dans une partition maintenant qui est faite pour ça, mais clairement, il va falloir qu'il y ait parce qu'on va retrouver avec des choses qui vont voler des cookies de session M365 ou peu importe n'importe quel service infonuagique que vous utilisez, puis ils vont venir vous hijacker votre session puis voler vos données. Il y a tellement épouvantablement de services qui sont maintenant rendus, qui passent par les navigateurs pour toutes sortes de requêtes, que peu importe à un certain moment, on va avoir de l'information qui va circuler ou être traitée par le navigateur d'une certaine façon. 3 dernières prévisions. On se lance avec les incidents de ransomware motivation politique ne vont qu'augmenter. Et ça, on a effleuré le sujet tantôt, mais tout ce qui va aller dans des groupes qui sont state-sponsored, donc motivés par une entité étatique, vont aller, bien sûr, perturber le processus politique, déstabiliser des infrastructures critiques, susciter la peur et la colère envers les gouvernements ou semer la discorde. Faut juste regarder la Russie, il faut juste regarder ce qui se passe exactement présentement depuis très peu avec Israël et la Palestine. Je veux dire, s'il se déroule une guerre sur le terrain, celle qui est sur Internet, d'opinion, de malversation, ben, tout ça est souvent lié en arrière à des données qui ont été acquises, qui motivent tout ça. Que ce soit pour changer une opinion ou justement avoir de l'aide ou pas, ou influencer une élection. Et ça, c'est majeur. Oui, tout à fait. De toute façon, la guerre en Ukraine nous l'a montré à quel point tout ça, c'est fragile. Là, avec l'instabilité géopolitique qui semble se généraliser, là, la guerre en Israël est un exemple de déstabilisation dans laquelle on vit. Moi, je trouve ça très triste parce que ça va être très difficile d'avoir la bonne information, parce que là, on va vivre dans un univers de désinformation, de pollution, de fake news, pour prendre ces termes-là. Donc, on va trouver dans un élément comme ça. Et la plupart des gens ne sont pas capables de détecter ça. Avec la montée du AI, on va... ça va juste ça va exploser, puis ça va jouer dans ces ça va être juste terrible. Moi, ça me fait énormément peur, ces éléments-là. Puis comme citoyens, on soit plus capable d'avoir une information juste et prendre donc incidemment une décision éclairée par rapport à ce qui nous est présenté, par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Non, ça va être ce qui s'en vient pour ce monde-là en termes de gestion de l'information puis de contrôle au niveau des médias. Va devenir vraiment dur à gérer. L'AI va empirer beaucoup la situation du fait qu'on va être capable de produire du matériel quand même qui va sembler véridique, qui va avoir des informations, des photos, des vidéos, des fois, des titres. On pense que c'est un journaliste, mais ça peut être tout généré par AI avec de l'information qui sont par en arrière, feedées par des groupes qui vont vouloir changer de l'opinion ou donner de l'information qui est fausse ou altérée pour changer un débat ou même attirer ou non la sympathie sur un groupe politisé. Donc, assez intense. Les menaces internes vont entraîner des tentatives d'extorsion. Je m'explique. Juste en 2023, on a eu plus de 100 000 licenciements au niveau de 300 entreprises technologiques, principalement nord-américaines. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on licencie énormément de gens qui ont des compétences, les raisons et aussi la connaissance pour justement se venger d'une entreprise ou au moins de vendre des informations de ces entreprises-là pour un petit peu essayer de soit d'un niveau juste, je veux juste en revenir contre l'entreprise ou même de se faire de l'argent. Vendre des informations de ce type-là, comme des codes d'accès encore valides, des schémas d'adressage IP ou n'importe quelle infrastructure venant d'un manufacturier roulant sur une certaine version, peut mener à, même si on a une bonne posture, que les informations qui proviennent de l'interne, vendues au niveau des tentatives d'extorsion puis des groupes de ransomware, vont servir comme porte d'entrée pour être utilisé par la suite. Donc ça, c'est vraiment un contexte qui est relativement unique en 2023. On sait qu'il manque énormément de monde en sécurité, mais les licenciements majeurs qu'ils ont eu aux États-Unis pour que ce soit du niveau start-up, que ce soit des grandes entreprises qui font de la gestion de coûts, ils coupent un petit peu dans la recherche et le développement ou peu importe, ben ça l'amène son lot de risques qui est vraiment quantifiable parce que c'est ce qu'on voit en ce moment. Il y en a qui ont fait ça. Donc, ça l'apparaît. À quel point que ça va devenir majeur, on va le voir en 2024.
Ouais, ben ça a toujours été un peu là. Ça a toujours été un petit peu bruit de fond, pour ce que j'ai pu constater. Tu as toujours un ou deux de temps en temps, mais quand tu as des licenciements massifs comme ça, ben là, ça peut devenir un plus gros problème, ce genre de situation-là. Bon, quoi qu'on l'avait vu avec l'éclatement de la bulle.com, il y a quand même longtemps. Mais c'est circonstanciel. De toute façon, refroidissement de l'économie, ces affaires-là, ça va amener beaucoup de réflexions de ce côté-là. Là. Ça, c'est à ne pas négliger. Là. Surtout des emplois de ce type-là, que c'est des spécialistes, des experts qui peuvent autant être en sécurité qu'en infrastructure ou qui ont les connaissances. Là. C'est pas une question. Puis il n'y a pas de traçabilité dans le dark web ou très peu. On se l'avoue. Là. Fait que vendre ce genre d'informations-là ou permettre de l'extorsion via ces données-là vont devenir un vecteur là, à considérer. Et le dernier, qui est quand même quelque chose qui va rentrer dans les débats très, très prochainement, c'est que les attaquants qui voient, et là, à mesure qu'il y a de plus en plus d'organisations qui apprennent à gérer les ransomware, qui commencent à se doter de solutions. Tu sais, c'est pas, on entend ransomware, c'est pas la nouvelle de l'année en 2019. Là, on n'est pas « Waouh, ça existe! » Les organisations commencent à se doter des technologies. Donc, ce qu'on voit comme chiffre, c'est que ces attaquants-là vont cibler les chaînes d'approvisionnement et le code source avant d'utiliser un ransomware pour détourner l'attention de la chaîne d'approvisionnement. Globalement, les gens qui se lancent vers vraiment le code to cloud, donc vraiment d'aller sécuriser, puis Log4j a été quand même un truc qui était assez surprenant dû au fait que c'est une librairie utilisée par énormément de logiciels qui a mené à la découverte de cette gigantesque attaque, ben, à mesure si on est capable d'infecter les chaînes d'approvisionnement, que ce soit via des librairies open source que des produits utilisent, que ce soit en infectant du code ou en se faisant passer par un dépôt sur GitHub, ben, on va avoir un footprint beaucoup plus élevé en restant dans l'organisation vraiment longtemps. Parce que tant qu'une librairie n'est pas flaguée, n'est pas ciblée par une organisation, elle va rester roulée dans les produits. Donc, elle peut accumuler de l'information. Elle peut permettre des attaques, elle peut être un vecteur. Et ces chaînes d'approvisionnement-là, ces acteurs-là vont pouvoir déployer des ransomware au travers de ça ou même l'utiliser pour des objectifs divers comme des vols de données ou même tout simplement avoir la possibilité d'étudier qu'est-ce qui se passe au niveau de l'application sur laquelle roule ce service-là. Puis que les ransomware qui sont juste front-end vont devenir littéralement une diversion. Là. Effectivement, tu parlais de Log4j, mais c'est SolarWinds qui était le premier cas. Puis lui démontre à quel point le danger réel. Log4j, c'est so-so, juste parce que ça l'a démontré l'ampleur du problème, mais SolarWinds a démontré que quand un attaquant veut aller chercher une cible, il ne s'attaque pas à la cible parce que c'est trop difficile. Exact. Il va s'attaquer à côté, donc la chaîne d'approvisionnement dans ce contexte-là où la rigueur n'est pas à la même hauteur que l'attaque cible. C'était dans le fond le gouvernement américain qui est attaqué dans le cas de SolarWinds, qui est très difficile à attaquer parce qu'ils ont un niveau de sécurité très élevé et ils se sont pris à un fournisseur à côté qui n'avait pas les mêmes requis de sécurité. La même posture. La même posture, donc c'était plus facile. Fait énormément, on va aller vers ça, puis il y en a eu beaucoup. Puis pendant le confinement, je me rappelle d'une couple de cas où il y a des Git qui ont été dans l'open source qui ont été infectés. Tu as même eu des cas là, on fait référence au précédent, des cas de vengeance, de gars qui étaient tannés qu'on utilise ces librairies dans Git gratuitement. Ça lui donne crédit, il a brisé ses propres affaires, il y a eu à peu près tout et n'importe quoi. Et on est encore, puis je le vois en tout cas autour de moi, de l'impression que l'open source c'est comme magique, c'est comme gratuit, c'est pas cher. Quand dans la réalité, il faut qu'on investisse quand même le temps de vérification, comme si c'était du code interne. On ne peut pas injecter du code open source dans nos environnements avec autant de désinvolture que si on avait écrit le code nous-mêmes selon une certaine rigueur qu'on aurait là. Non, désinvolture est vraiment le bon terme à utiliser dans ce cas-là. Ça, c'est sûr. Mais oui, donc, tour complet pour ce qui est de la prochaine. Donc, des points positifs, des points négatifs. Mais on s'en va là-dedans avec une bonne connaissance de cause pour les prochains mois, années. En espérant que, moi, je souhaite vraiment que les gouvernements prennent action puis qu'il y ait un cadre législatif intéressant qui s'amène, qui va vraiment, vraiment descendre la pression sur les organisations qui vont juste pouvoir dire hey, je peux pas payer, il y a une loi qui m'empêche de le faire, fait oublie ça, tu pourras jamais avoir une scène de moi anyway. Fait qu'au moins les petits joueurs risquent de plus disparaître. Laissez place, oui, aux state sponsors, dont on est sûr, eux autres, ils sont là pour rester, mais ça va peut-être donner un coup de main au moins.
Effectivement, je te remercie, Normand. C'est très éclairant, toutes ces informations-là. J'espère que ça va justement éclairer et orienter les énergies des compagnies, justement, à les mettre aux bonnes places pour éviter qu'ils fassent les médias dans les prochaines semaines, mois et années. Mais comme on a mentionné, il risque de devoir avoir des douches froides. Fait qu'on risque de voir quelques douches froides dans justement les prochaines semaines, mois et années. On va être présent pour au moins essayer de conseiller, orienter, puis peut-être même, ou des fois on n'espère pas, mais constater ce qui va se passer dans ce beau monde d'extorsion des ransomware. Merci beaucoup. Toujours un plaisir.